Deuxième rendez-vous de l'information sur ESA TV pour le compte de cette semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les commissaires centraux du Bénin désormais mieux outillés sur les attributions et prérogatives de la criette, ceci à la faveur d'une réunion de commandement au siège de l'institution en présence du procureur spécial Gilbert Togbounon. Atao Renouho et co-accusés seront fixés sur leur sort le 6 novembre prochain. C'est la décision issue de l'audition de ce jour au tribunal de première instance et de première classe de Cotonou. Vous suivrez dans cette édition le point de maître Baparapé Aboubakar. Il est l'un des avocats de Atao Renouho. Ouvert ce jour, le procès de l'affaire Écureuil Cadet Gate a été renvoyé au jeudi prochain par le tribunal de première classe de Cotonou. Pendant environ 3 heures, l'ancien président de la Fédération béninoise de football, Anjorin Moucharaf, a été écouté par la cour présidée par Rodolphe Azou. À nouveau, bonsoir. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, accompagné de ses substituts, s'est entretenu avec les commissaires centraux du Bénin sur les attributions et prérogatives de cette nouvelle juridiction. Tenue à Porto Novo dans les locaux du ministère de la Justice et de la Législation, cette réunion a connu aussi la présence de la Brigade économique et financière BEF, de l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC et de plusieurs autres entités spéciales de la police républicaine. Je vous invite à suivre un extrait des propos liminaires du procureur spécial près de la Cour. On écoute le magistrat Ulrich Gilbert Togbounon au micro d'Abdelkader Achiro. Et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La loi 2018-17 du 25 juillet 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en République du Bénin. La loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin. La loi 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin. La loi 2018-14 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi la loi 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin. La loi 97-025 du 18 juillet 1997 sur le contrôle des drogues et des précurseurs. Ces textes que je viens de citer constituent ceux sur lesquels tous ceux qui sont ici présents dans cette salle, en qualité de procureur ou en qualité d'officier de police judiciaire, ont l'obligation d'utiliser de façon constante et permanente, conformément aux prescriptions de l'article 14 du CPP. L'article 8 de la loi 2018-13 relative à la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme prescrit, je cite, le ministère public par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est exercé par un procureur spécial nommé par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Dans les affaires relevant de sa compétence, il a les mêmes prérogatives que la loi confère au procureur de la République. C'est dire que tous les pouvoirs confiés ou conférés à un procureur de la République se retrouvent ainsi entre les mains du procureur spécial. Le procureur spécial est assisté de 2 substituts nommés par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Restons dans l'ambiance de la réunion de commandement qui s'est tenue ce matin à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette avec les commissaires centraux du Bénin. Suivons à présent Fifame Edwige Clou, épouse Tanyi, deuxième substitut du procureur spécial. Il n'est pas inutile de vous rappeler que dans le cadre de ces attributions que la loi donne à la nouvelle Cour de répression des infractions économiques, nous avons pour habitude de nous référer depuis notre installation à la loi 2011-20
du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes, nous avons la loi 2018-17 du 25 juillet 2018 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en République du Bénin. Nous avons la loi 2017 du 20 avril 2018 sur le code numérique. Et vous comprenez naturellement pourquoi je rappelle ces textes. Cela se justifie d'une part par ce que le procureur spécial vient de dire tout à l'heure, qu'en priorité, la nouvelle Cour de répression des infractions économiques et spécialement le paquet spécial est en collaboration directe avec les unités spéciales de la police républicaine que sont l'OCERTID, la BEF, l'OCRC et la section relative au terrorisme. Donc c'est ça qui justifie qu'en priorité, nous avons pour habitude d'utiliser ces lois. Mais cela ne dit pas que les autres unités qu'il y a sur le territoire national ne sont pas concernées par la procédure, d'autant plus que la Cour a une compétence nationale. Ça veut dire que partout sur le territoire national où il y aura des faits qui ont un lien, qui rentrent dans le champ de compétences matérielles de cette nouvelle juridiction, c'est que la procédure doit être déférée à la nouvelle Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et beaucoup de gens vont s'intéresser, pour ceux qui ont été un peu curieux, qui ont lu la loi, ils vont se dire quand même que le législateur dit que naturellement le siège de cette juridiction doit être à Cotonou. Mais pourquoi on se retrouve à Porto-Novo? Je pense qu'au début, ça a fait objet d'actualité, de critique. Mais la même loi qui a créé la CRIET a permis que sur réquisition du procureur spécial, que le président prenne une ordonnance pour dire là où la CRIET peut démarrer ses activités. C'est ça qui justifie, sur réquisition du procureur spécial, le président a pris une ordonnance qui nous permet actuellement de démarrer les activités depuis il y a quelques semaines dans les locaux de l'ex-ministère de la Justice, qui est désormais maintenant la nouvelle Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Donc nous sommes toujours, c'est conformément à la loi que nous sommes pour le moment à Cotonou. Et la même loi permet même que le procureur spécial, sur ordonnance du président de la Cour, peut se déplacer étant donné que la Cour a une compétence nationale, peut se déplacer à travers toute l'étendue du territoire national pour organiser les activités. Donc cela ne va pas vous surprendre que prochainement, peut-être sous réserve et sur l'organisation stricte du procureur spécial et du président de la Cour et des membres de la Cour, que peut-être certaines futures audiences de la nouvelle Cour se déroulent peut-être à Parakou, dans le ressort de la Cour d'appel de Parakou, ou dans le ressort de la Cour d'appel d'Abomey, ou, je ne sais pas, partout, ils estimeront qu'il faut qu'on aille vers les justiciables. C'est dans une démarche de rapprocher la justice près des justiciables qu'on aille vers eux pour que les audiences de la nouvelle Cour de répression se déroulent. Initialement prévu pour tenir le 9 octobre dernier, le procès de Atao Renouho dans l'affaire faux médicaments pour raison d'absence du juge Rodolphe Azo avait été reporté à ce jour mardi 23 octobre 2018. À l'issue de l'audience, le juge a renvoyé le délibéré des deux dossiers, violence et voie de fait sur agent dans l'exercice de ses fonctions et l'affaire de faux médicaments au 6 novembre 2018. Suivez à travers cet extrait l'un des avocats d'Atao Renouho, maître Aboubakar Baparapé, pour plus de précisions. Il est au micro de Larios Setondé à Djagbenon. Pour le premier dossier, nous avons plaidé. Le procureur avait demandé de lui donner et de le condamner à 2 ans d'emprisonnement ferme. Pour affaire de violence, mais il y avait 6 policiers qui sont arrivés. Comment on peut dire que l'honorable, vu sa constitution, a agressé les policiers? Donc ça ne tenait pas la route. Donc on a demandé alors de rejeter cette proposition de peine tendant à le condamner à 2 ans d'emprisonnement. Donc les policiers ont dit ne pas se constituer partie civile. Bien. De faux médicaments. Pour les faux médicaments, bon, vous étiez peut-être dans la salle, vous avez vu toutes les démonstrations qu'on a faites. Et
on a montré que Atao n'était en rien impliqué à ce trafic de faux médicaments, puisque il y a un laboratoire, une société, New Sesames, qui est en contact avec les laboratoires. Donc à l'étranger, c'est lui qui fait l'importation. New Sesames a fait des locations et a entreposé les médicaments chez Atao. Bon, c'est ça qui a amené les gens à dire que Atao vend des médicaments. Donc, sincèrement, dans aucun document officiel, on ne voit le nom d'Atao sur la vente présumée de faux médicaments. On a produit les pièces, donc les autorisations, comment on appelle, qu'il a reçues, les agréments qu'il a reçus et l'autorisation d'exonération des droits de douane pour tous les médicaments importés. Donc, voilà dans quel sens les plaidoiries ont tourné. Et bon, le dossier, le juge a pris acte de tout ce que les avocats de l'État et de la douane ont eu à dire, de ce que le ministère public, le procureur, représentant du procureur a dit, de ce que nous, avocats de Atao, nous avons également dit. Donc, c'est sur cette base qu'il a également mis ce dossier en délibéré pour le 6 novembre. Bien entendu, dans ce dossier, les avocats de la défense ont demandé la mise en liberté provisoire au cas où le dossier serait renvoyé. Et ils ont demandé également, réitérer, comme je l'avais fait à la précédente audience, l'autorisation d'aller faire soigner donc, à l'étranger, ou tout au moins qu'on le mette au CNHU comme il était. Tout ça, ça a été rejeté et ils ont mis le dossier en délibéré. Non, attendons d'abord le 6. Et si on le relaxait, pourquoi vous parlez déjà de voie de recours? Pourquoi vous ne pouvez pas penser que bon, on va le laisser? Nous, on est venu pour qu'on puisse le laisser. Pourquoi vous parlez déjà de voie de recours? Attendons le 6 pour voir si on n'a pas, si le juge n'a pas suivi, ne nous a pas suivis dans nos plaidoiries et nos demandes, et que c'est le procureur qui l'a suivi en le condamnant à 5 ans, il faut voir. C'est pour les intérêts civils, ils ont demandé 30 milliards. L'État a demandé des dédommagements pour 10 milliards et le procureur a demandé pour le trésor public 22 milliards au titre d'amende. 22 milliards. Et donc 32 milliards quand même. Donc vraiment, vous voyez que c'est des trucs fantaisistes. Nous, c'est des demandes fantaisistes. Nous avons dénoncé cela. Et bon, on espère que le juge va nous suivre. Donc nous sommes venus pour libérer notre client et non faire des voies de recours. Non. Attendons d'abord le 6 avant de parler de voies de recours. Je vous remercie. L'Afrique est un réservoir de traditions, de coutumes et d'interdits liés à notre culture, au Bénin plus particulièrement. Et pour ne faire cas que de cet exemple, la femme enceinte, pour le bon déroulement de sa grossesse et pour une délivrance heureuse, devrait observer et respecter certaines règles d'antan, précieusement conservées et enseignées par les parents, gardiens de la tradition. Le spiritualiste béninois Sylvain Adoro, alias Maître Bobos, à travers le micro de Jacques Marion d'Almeida, revient sur certains interdits faits à une femme enceinte. Lorsque une femme enceinte fait de la photo et revoit la photo après, quelle serait la pensée derrière la pensée? Or, la loi spirituelle de notre milieu dit et nous on ne doit pas tomber 2 fois enceinte de la même personne. Et lorsque vous voyez la photo chaque fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous tuez déjà votre enfant. Parce qu'il ne faudrait pas la loi de la réincarnation. Lorsque vous voyez la photo, vous dites que cela sous-entend que et donc tu l'as déjà tué pour qu'il parte, l'enfant parte et revenir par la loi de la réincarnation. Et donc les parents n'aiment pas créer les énergies sans savoir les gérer. Et c'est pour ça qu'on dit on ne fait pas. Il ne faut même pas tenter de le faire parce que ça va te rappeler. Et même en langage, quand on veut parler simplement,
et on veut se rappeler de la naissance d'un enfant, on se dit, ah, et on ajoute en même temps, et nous pour détruire l'énergie qu'on a sortie de sa bouche. Maintenant, si la photo est là, vous allez regarder, il y a la photo déjà sur le mur, est une énergie vivante. Et là, chaque fois, vous allez voir, vous voyez, c'est fini. Vous tuez Asiba tout doucement, sans le savoir, et un jour, vous ne saurez pas qu'est-ce qui est arrivé à Asiba, et Asiba peut partir. Et donc, même si aujourd'hui, des femmes avec photos enceintes, tout ça, là, on peut déjà tout simplement déchirer. Mais la mentalité européenne est tout autre. Il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'égrégore d'un milieu donné. Chez eux, là-bas, il n'y a pas de problème. Eux, ils n'ont pas la possibilité même de se rappeler de la loi de la réincarnation. Ils vont jusqu'à dire que ça n'existe pas. Mais nous, on sait que ça existe et on parle même on parle de Giotto. Et donc, tout est lié au domaine de définition du départ. Quel est ton domaine de définition? C'est le domaine de définition qui est appelé à te lancer, à calculer les limites, à calculer les dérivés, à faire un tableau de variation et avoir une courbe. Et c'est de la courbe il s'agit ici. Et donc, si le domaine de définition ne correspond pas à ta courbe, ça ne marche pas. Eux, ils ont leur domaine de définition, nous avons notre domaine de définition. Notre domaine de définition, c'est l'unité. Leur domaine de définition, c'est la séparation. Communément appelé adrou en langue fon, le coco est naturellement constitué d'une eau qui, loin d'être une simple boisson rafraîchissante, est plutôt un liquide clair et limpide à texture légère composé de plusieurs éléments nutritifs qui non seulement accompagnent mais également enrichissent notre alimentation. La principale difficulté liée à la consommation aisée du coco réside cependant dans les tractations des vendeurs de coco pour s'approvisionner. Suivez le reportage de Jacques Marion d'Almeida et de Chimène Sosa pour plus de détails. Boisson de qualité, l'eau de coco est un jus au goût à la fois sucré et délicat qui non seulement désaltère, mais prévient l'organisme contre certains maux et contribue au renforcement du système immunitaire. La noix de coco est un fruit qui nous offre d'autres produits consommables aux vertus exceptionnelles comme le lait et l'huile de coco. Ces derniers sont utilisés comme ingrédients dans la fabrication de beaucoup d'autres produits. Sur le marché, l'approvisionnement et la commercialisation se fait avec un certain tact et une maîtrise de la matière. C'est moi qui nous connaissons bon de ejo mere de onde julo nbori ko o ma imu da ya mele ya wa yo e no gbe ya amo no na yin e de ka do na apa o to ton bio ça peut rester 5 jours. Des éléments qu'on appelle donc des conservateurs pour pouvoir vraiment garder donc le produit pendant une certaine durée. À partir du moment donc un individu passe de fruits naturels à la conservation, il faut savoir quand même qu'il y aura donc d'additifs alimentaires qu'on appelle donc des conservateurs. Ce n'est pas conseillé. Ceux qui sur place prennent en bidon pour aller le conserver dans le réfrigérateur, c'est pas de ça ils parlent, jus de coco de blanc en bidon pour pouvoir vraiment le commercialiser. Ça donc ils sont dans un autre schéma. Et c'est pas forcément donc pour le bien des consommateurs, donc ils le font, mais c'est pour rentabiliser donc leur production. C'est le format attendu. On calme si vous bon vous demandez les machines nous tenons de faire. Bon, des aussi nous tenons de faire. Bon, mais les l'eau de coco, fraîche et agréable, étanche la soif surtout en temps de chaleur. Eau de couleur vive et claire, lorsque la noix mûrit, elle se transforme en chair. Jeunes, les nutriments que contiennent l'eau de coco sont efficaces pour l'organisme et faibles en calories. D'autres en prennent pour le plaisir, d'autres pour ses valeurs énergétiques, d'autres encore pour ses fonctions curatives. 1 an, 8 mois maintenant là, je ne prends plus de médicaments de tension. La consommation régulière de cette boisson est gage d'une santé pérenne. À présent, la page sport de cette édition. Le procès des personnes supposées impliquées dans le dossier de disqualification de l'équipe nationale cadette de football au Bénin du tournoi qualificatif de la CAN Tanzanie 2019 a démarré ce jour au palais de justice de Cotonou. Après environ 3 heures d'audition, le président de la Cour, Rodolphe Azo, a confirmé le mandat de dépôt contre les mises en cause, puis il a renvoyé les débats au jeudi 25 octobre. Suivons Maître Rafiou Paraïso, ancien président du comité de normalisation à la Fédération béninoise de football. Au regard
au-delà de ce que je viens d'entendre au prétoire, parce que vous savez, un avocat ne parle que sur la base de ce qu'il sait, j'ai attendu d'assister à l'audience de ce jour pour en avoir une idée nette. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu quelques difficultés relativement à l'âge des joueurs devant participer à la compétition de la CAF catégorie cadet, et des actes de naissance ont été falsifiés, des personnes ont été mises en cause, dont les joueurs, les entraîneurs, l'encadrement technique et certains dirigeants de la fédération. Ce que je sais, ce que je retiens, c'est qu'il y a quelque part mal donne. Et c'est pour situer la responsabilité de l'un et de l'autre dans ce qui s'est passé que ce procès est en train de se tenir. J'aime dire et j'aime préciser que Maître Rafiou Paraiso a été l'avocat de la fédération de football. Tous autant qu'ils sont, en tant qu'acteurs du football, avaient bénéficié en son temps des conseils de Maître Paraiso, mais pas de façon intitulée personnelle. Donc, tous autant qu'ils sont, tant qu'ils avaient en son temps officié au niveau de la fédération, avaient bénéficié de mes compétences. Donc, je ne saurais dire être l'avocat particulier de tel ou tel acteur de la fédération. Cette précision est importante. Ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est un dossier qui s'instruit très bien. Nous avons assisté à l'interrogatoire de l'ancien président de la fédération. Et je crois que les déclarations qui en sont issues, on peut noter que quelque part, il y a une maldonne que nous aurons le temps de savoir. On aura le temps de savoir qui a eu la pleine et entière responsabilité d'avoir engagé l'équipe cadette malgré qu'il a été su que des âges ont été trafiqués. Je ne peux pas dire qu'au niveau des dirigeants de la fédération, des magouilles ont été faites. Ce que j'ai noté, c'est que aucun responsable de la fédération n'a été associé à la diminution d'âge que les enfants ont eu à faire. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu révélation de ce fait et ce qui aurait conduit à une vérification par l'IRM que le président a sollicité en faisant une suggestion au ministre de tutelle. Mais ce qui est évident, il n'y a rien qui a révélé que les dirigeants de la fédération d'alors ont été mêlés de près ou de loin à l'établissement de faux actes. Une brève pour conclure cette édition, le point des activités du nouveau comité, la révocation des membres des commissions électorales et de recours et la désignation de nouveaux membres seront au menu du congrès extraordinaire convoqué pour le mercredi 24 octobre 2018 par la Fédération béninoise de football FBF. C'est en effet en respect de l'article 31 des statuts de la FBF que le comité exécutif dirigé par Mathurin de Chacus a convoqué ses assises suite à une réunion extraordinaire tenue le vendredi 21 septembre dernier à Cotonou. Ce congrès extraordinaire intervient 6 mois après celui consacré à la validation des nouveaux tests de cette association en avril dernier. À suivre donc dans nos prochaines éditions la substance de ce congrès extraordinaire. Mesdames, Messieurs, c'est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de rester fidèles au programme de ESAE TV. Bonsoir chez vous.